Charlie Kirk, c'était pas n'importe qui. C'est un jeune, 31 ans, père de famille, c'est important de le rappeler, qui a réussi à mobiliser les jeunes pour Donald Trump, donc allié du mouvement MAGA, qui allait sur les campus universitaires, qui faisait ces tournées-là, podcasts et autres, mais c'était un membre très influent de ce qu'on appelle la famille à droite. Vous l'avez vu hier, Donald Trump parlait de la gauche radicale, et puis vous l'avez vu avec Raymond, est très touché de ce qui s'est passé, suit ça de très près, et pour vous montrer à quel point sur les réseaux sociaux, le climat, je comprends que c'est les réseaux sociaux, mais ce sont des gens influents qui écrivent sur les réseaux sociaux. Le climat, vous allez le voir et le lire, là, il est assez grave. Elon Musk, la gauche, c'est le parti du meurtre. Ni plus ni moins. Même si Raymond nous disait tantôt, là, il y a eu des attentats contre les démocrates, il y a eu des attentats contre des républicains. La gauche, c'est le parti du... Là, il y a la gauche qui est méchante, la droite qui est bonne. Un élu aussi. On parle de guerre civile de plus en plus. Là. La gauche, c'est politique, mène l'Amérique vers une guerre civile. C'est ce qu'ils veulent. Le Parti démocrate veut... Tout comme le Parti démocrate souhaite notre première guerre civile, on laisse tomber les gants. Un ancien militaire, Andrew Tate, influenceur de droite aussi, qui a juste dit guerre civile. Il y a un certain contraste aussi entre les réactions qu'on a vues à droite, celles qu'on a vues de politiciens peut-être un peu plus à gauche. Par exemple, Obama est allé beaucoup plus clair. On ne sait pas encore ce qui motive. Au moment où il écrivait ça, on n'avait pas l'information sur ce qui avait été écrit fort probablement sur les douilles. Mais il dit c'est abject. C'est un peu comme on a actuellement. Ici, ce débat-là a fait des siennes aussi. Là. Les Québécois s'en sont mêlés. Puis, c'est toujours un peu difficile quand ce genre de personnage controversé, décède, dans ce cas-là de façon très violente, un attentat contre sa personne, ou d'un côté, on dit, est-ce qu'on peut le critiquer sans le sanctifier? Est-ce qu'on est capable d'avoir une critique sur les propos que Kirk a tenus? L'historien de Trois-Rivières, par exemple, Alexandre Dumas, long papier sur Facebook, où il dit de façon claire, est-ce qu'on peut souhaiter? Non, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Je ne veux pas. En même temps, est-ce qu'on peut le critiquer? Quelqu'un qui prêchait la haine, qui prêchait la violence, qui réclamait la mort pour les personnes LGBTQ+, qui déshumanisait les Noirs, les musulmans, les Juifs, qui disait, par exemple, que l'avortement, même pour des enfants qui se feraient violer, il ne faut pas aller de l'avant avec ça. Là, il pose une question. Est-ce que Kirk avait le droit de souhaiter publiquement la mort violente de personnes homosexuelles? Il dit, à un moment donné, mais on navigue sur un fil qui est hyper mince. Article du New York Times. Ezra Klein qui arrive avec peut-être une vision, un pas de recul intéressant, en disant, il faisait de la politique de la bonne façon. C'est peut-être aussi, puis Klein, on s'entend, principalement chroniqueur de gauche. Mais il vient un peu prendre un pas de recul dans ce débat-là qui peut faire du bien en disant, regardez ce qu'il faisait. On n'est pas d'accord, OK? Puis il y avait peut-être des idées qui étaient abjectes. Mais Kirk a fait de la vraie politique. Allait sur le terrain, allait dans les campus, parlait au monde, débattait, s'ostinait. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut critiquer de façon verte, on peut être ouvertement contre lui, mais ce qu'il a fait comme politique, c'était le vrai travail politique. C'était pas d'être sur ses réseaux sociaux puis dire « t'es un pourri, guerre civile », d'insulter le monde. Il allait là où il y avait des débats, portait ses idées, les amenait, débattait, et c'est ce que Klein dit. Il dit il y avait ce débat-là et cette façon de faire de la politique. Juste en terminant, quand je disais c'est un père, c'est ça aussi. C'est cet humain qui est mort. On a beau haïr ou aimer ses idées, il reste qu'une personne est morte dans un pays où les tensions sont énormes, les gens sont armés, dans un climat hyper tendu. Ça veut dire quoi pour la suite? Est-ce qu'on se rapproche de, comme dit la droite, d'une guerre civile? Samuel Vessière, professeur associé au département de psychologie de l'UQAM, est avec nous. Bonjour. Bonjour. À quel point est-ce qu'on voit actuellement nous rapproche de ce climat de guerre civile? Est-ce qu'on est en train de nourrir cette tension-là dans une certaine partie de la population ou les États-Unis sont vraiment à feu et à sang actuellement? Alors, on parle effectivement, on craint une montée de la violence politique. J'étais content de voir que vous mentionniez tantôt à l'antenne que, en fait, les taux de meurtre, d'homicide et de violence ont vraiment baissé depuis les années 90. Et la violence politiquement motivée, même si elle demeure rare, est effectivement en hausse. Donc, je voudrais apporter quelques bémols.
Le contexte, c'est, je pense à ma collègue Cécile Rousseau, qui a conduit des enquêtes auprès de jeunes au Canada, qui remarque effectivement que chez les jeunes de moins de 25 ans, de plus en plus rapportent une sympathie pour la radicalisation violente. C'est-à-dire, ils disent oui, ce serait justifiable d'utiliser la violence pour une cause. Ça, c'est nouveau depuis la pandémie et c'est inquiétant. Donc on sait que les gens sont anxieux, les jeunes ont une vision très sombre, Ça, très dans les deux distorsive. extrêmes, là. C'est pas juste d'un côté, là. Des deux côtés. Donc, on a un contexte de polarisation générale où les gens ont de plus en plus de mal à se parler. Le bémol, c'est que quand on regarde ces données de plus près, en fait, ceux qui expriment le plus de sympathie pour la violence, c'est ceux qui n'ont pas d'amis face à face et qui préfèrent les relations sociales sur les réseaux sociaux. Donc là, il faut rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Le contenu qu'on voit qui va générer le plus de vues, le plus de partages, ça va être le contenu le plus extrême, le plus violent, le plus anxiogène. Quand on parle aux jeunes d'aujourd'hui, oui, ils sont inquiets, oui, ils sont polarisés à droite comme à gauche, mais ils sont allumés, ils aiment débattre. Moi, je reviens sur les propos d'Ezra Klein, qui me semblent assez sages. Dans un sens, la figure de Charles Kirk était aussi dépolarisante, c'est-à-dire qu'il allait sur les campus, là où beaucoup de gens conservateurs se sentaient pas reconnus, sentaient que les institutions américaines ne les reconnaissaient pas, et ils allaient débattre. Et quand on regarde les vidéos de Kirk, oui, il y a des propos extrêmes, mais on voit aussi des jeunes qui aiment débattre de sujets complexes, de sujets controversés, et ça, c'était une bonne chose. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention à comment on va parler de cet incident Ouais. et ne pas toujours aller dans le sens de dire c'est la montée de la violence politique, est-ce qu'on s'en va vers la guerre civile? C'est bien de rappeler aussi que un espace démocratique, ben, ça prend des désaccords, ça prend des débats. Et c'est ce qui était en train de se passer. Donc c'est vraiment malheureux de voir ce dernier incident, si vous voulez, de polarisation. Oui, mais en même temps, guerre civile, tu sais, moi, je le soumets comme question parce qu'il est utilisé à droite. Mais est-ce que c'est un outil aussi? Cette peur-là aux États-Unis, est-ce que certains en profitent? Tu sais, il y en a là-dedans qui vont faire de l'argent, il y a des influenceurs qui vont en profiter, il y a des élus. Vous avez dit, la violence aux États-Unis est en baisse, sauf celle motivée politiquement, alors que si on écoute le président, on a l'impression que les villes sont à feu et à sang avec le crime, les gangs et les immigrants. Donc, il y en a qui utilisent aussi cet effet-là de peur pour un bénéfice qui leur est pour leur bénéfice, dans le fond, là. Bien sûr, et c'est vrai qu'il y a des politiciens qui vont instrumentaliser ce genre de peur-là, mais je pense qu'il faut le remettre dans le contexte du symptôme d'une société où les gens sont seuls, où les gens ne se parlent plus, où le dialogue difficile est de plus en plus impossible à avoir, ou alors qu'on a l'illusion, surtout quand on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais je pense que les gens ont encore beaucoup de choses en commun, et en fait, quand on va sur le terrain et qu'on parle à des gens, eh ben, ils ont tendance à tenir des propos beaucoup moins extrêmes que ce qu'on voit beaucoup sur les Ouais. réseaux sociaux En même temps, ça en prend un. et que ce que certains politiciens vont pourvoyer comme étant soi-disant la norme, mais ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il existe encore des institutions suffisamment solides et des gens qui ont suffisamment de bon sens pour ne pas vouloir descendre dans la folie collective comme ça. Mais le problème, c'est que ça en prend un, M. Vessière. Ça prend une personne qui est sur les réseaux sociaux longtemps. Puis on l'a vu avec plein d'histoires là, récemment sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est pas la norme, on est vraiment dans la marge, sauf que dans cette violence-là, il s'agit qu'il y ait une personne qu'on appelait les loups solitaires, qu'on peut appeler de toutes sortes de façons, mais il en faut un dans la marge qui est inspiré par l'autre et qui se dit, ben moi j'ai tellement peur de ce qui se passe, je vais prendre les armes. Tu sais, les États-Unis ont été fondés là-dessus, sur cette révolution. On a besoin des armes contre l'autoritarisme, le discours, oui, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans l'espace politique, se Oui. radicalise. Donc c'est normal entre guillemets, c'est pas justifié, mais c'est normal qu'il y ait ces tensions-là. Absolument, mais l'Amérique a aussi été fondée sur la liberté d'expression, sur la diversité de valeurs et d'expression politique. Donc on peut débattre, même de la Constitution. Et je pense que c'est important de continuer à en parler, de continuer à aller au-delà de la peur, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que des gens sont attirés par des idées si radicales, pourquoi est-ce qu'ils se sentent, je ne sais pas, et souvent ils se sentent pas reconnus, ils se sentent invisibilisés. Donc il faut continuer ce dialogue avec humour, en fait, comme le faisait Charles Kirk, même si ce sont pas mes valeurs, hein, mais c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose, on a l'impression, et c'est ce que disait Ezra Klein dans le New York Times, qui marchait quand même. Ah oui, mais pensez-vous qu'on va être capable? Est-ce qu'on prend une tangente ou finalement on sera juste plus capable de se parler?
je pense qu'on sera toujours capable de se parler et qu'on le sera toujours mieux si on le fait hors ligne. Je pense qu'on a tous une responsabilité de se débrancher. Et je pense aussi qu'au Québec et au Canada, on est malgré tout un peu moins polarisé. Et si Ouais. je me permets des propos un peu patriotes et un petit peu partisans, on a aussi des très belles lois qui régulent l'accès aux armes, qui fait que ce genre de passage à l'acte sont beaucoup plus difficiles, voire impossibles chez nous. Et j'ai envie de dire tant mieux. Ouais, puis je vais me permettre, moi, un petit éditorial, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que les débats américains viennent percoler des fois des débats canadiens encore plus québécois, alors que c'est très américain. Puis nous, on est capable d'éviter de rentrer aussi dans cette énorme polarisation, puis encore plus dans cette violence-là. Merci, M. Vessière, d'avoir été là. Au plaisir de se Ça me reparler. fait plaisir.